Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais bientôt on fera des éclairages du jour sans éclairage finalement. C'est peut-être ce qui risque de nous arriver à partir de janvier prochain. On a appris mercredi dernier de sources gouvernementales qu'une circulaire était adressée par Elisabeth Borne au préfet pour anticiper et préparer leur département à d'éventuelles coupures programmées de l'électricité. Le texte concerne le territoire métropolitain, sauf la Corse. Alors ça, je ne savais pas. Finalement, la Corse est reliée à l'Italie et sert à finaliser la préparation du pays à des délestages tournant de 2 heures, notamment pour janvier, si l'approvisionnement en électricité vient à poser problème. Dans la pratique, une partie de la population ne sera, nous dit-on en tout cas, jamais délestée car prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire, ce qui concerne environ 40% de la population, sachant aussi que Paris n'est pas concerné, ce qui fera plaisir à Pascal Pointu. Dans tous les cas, les coupures auront lieu au moment des pics de consommation, donc entre 8h et 13h le matin ou entre 18h et 20h le soir, avec certains inconvénients importants, notamment pour les écoles susceptibles d'être délestées, donc ils ne pourront pas ouvrir le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme, ni rien. Ou pour les voyageurs, par exemple, le risque que certains trains ou métros soient annulés pour éviter d'avoir des passagers bloqués tout simplement en pleine voie pendant plus de 2 heures. Alors on nous signale qu'il y aura un signal EcoWatt rouge qui serait émis 3 jours à l'avance, permettant de savoir ensuite avec un jour d'avance quels départements seront concernés, puis de savoir finalement à 17h la veille qui est concerné par les coupures d'électricité. Donc finalement, l'idée, nous dit-on, c'est que personne ne soit surpris. Voilà, une bonne nouvelle dans la mauvaise, dirons-nous. Dans l'ensemble, le gouvernement relativise, lui, beaucoup. Je vous propose d'écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui, le 1er décembre, rappelle que nous ne sommes pas dans un film catastrophe. En fait, ça correspond un peu à une carte léopard, c'est-à-dire c'est pas une carte avec des départements. Voilà, et puis c'est des petits bouts de certains départements qui sont concernés. C'est quelque chose qui est rotatif. Donc c'est de la dentelle, quoi. Ouais, c'est de la dentelle. Et les écoles ? Vous n'avez pas un département qui va se retrouver dans le noir comme ça n'existe pas. Et les écoles ? Quoi, les écoles ? Les écoles, elles seront maintenues ouvertes, pas ouvertes ? Les écoles, c'est en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais encore une fois, on n'est pas en train... On n'est pas dans un film catastrophe en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc on regarde pour que dans chaque situation, on puisse avoir des moyens d'agir qui soient adaptés et proportionnés. Est-ce que vous savez, sachant qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est capable de dire aux Français, c'est qu'on sait déjà que dans le mois de décembre, dans lequel on n'est pas encore entré, ça n'arrivera pas. Ça, j'ai bien compris. On parle du mois de janvier. Mais j'imagine que si vous en êtes arrivé à ce degré de détail, de lieu, d'une carte géographique qui ressemble, comme vous dites, à une tache de léopard, est-ce que les feux de signalisation, par exemple, sont indépendants du réseau ? Est-ce que vous pourrez les maintenir ? Ça dépend des endroits. Il y a des choses, par exemple, le réseau de métro de Paris, il a son propre réseau d'électricité, donc il est pas concerné. Il peut y avoir d'autres. Par exemple, est-ce qu'on pourra continuer à payer par carte bleue ? Il n'est pas impossible que peut-être que pendant 2 heures, on puisse pas retirer du encore une fois, je comprends parfaitement toutes les questions qui vont se poser. On peut parler des métros, etc. On n'est pas dans ce référentiel-là de mode de pensée. Alors, vous avez bien compris, on n'est pas dans un film catastrophe. En tout cas, on n'a pas le droit de le dire. Mais il est possible qu'il n'y ait pas de signalisation, qu'il n'y ait pas de possibilité de paiement, qu'il n'y ait pas de transport en commun. Et puis finalement, alors moi j'aime bien l'image, une tache de peau de léopard. Alors après, on a même la journaliste qui rajoute de la dentelle. Tout ça est magnifique finalement, Philippe Charlez. Très romantique. Mais oui, c'est ça. Là, on nage dans le romantisme. Quelle chance nous avons. Je vous rappelle, Philippe Charlez, vous êtes expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens, auteur de l'Utopie de la croissance verte chez Jacques-Marie Lafon. Et j'ai été particulièrement intéressée parce que alors, vous n'allez pas tout à fait dans le sens d'Olivier Véran. Vous avez tweeté samedi, un petit calcul simple des puissances disponibles en cas d'anticyclone polaire, donc ça veut dire ni vent ni soleil, montre que nous allons inexorablement vers de nombreux blackouts électriques, ou plutôt délestages tournant selon l'exécutif. Alors, cela veut dire que le pas de film catastrophe ne tient pas. Enfin, en tout cas, on risque d'avoir, c'est sûr, des coupures électriques, contrairement à ce qu'on nous dit, on essaie de nous rassurer. Alors les chiffres que j'ai présentés dans ce tweet comparent en fait ce que j'appelle les puissances installées, donc c'est-à-dire les 136 gigawatts total installés en France.
j'ai regardé en parallèle ce qui serait disponible ou pas, compte tenu, 1, de la situation du nucléaire, 2, de la situation du remplissage de nos lacs hydroélectriques, de la situation gazière et de la disponibilité des énergies renouvelables. Alors effectivement, en cas d'anticyclone solaire, et notamment au pic le matin et le soir, vous ne me contredirez pas, il n'y a pas de soleil. Non. Il n'y a pas non plus de vent à cause des anticyclones solaires. Donc on peut à peine compter sur 10% d'électricité renouvelable. Au niveau du nucléaire, on a un tiers des réacteurs aujourd'hui qui sont arrêtés, donc on passe de 60 à 40 à peu près. Et en ce qui concerne à la fois l'hydroélectricité et le gaz, on ne peut pas compter sur la pleine puissance. Par exemple, pour l'hydroélectricité, si vous comptiez directement sur la pleine puissance, vous videriez les lacs de retenue trop rapidement. Et donc, c'est, se mettre dans une situation compliquée parce que s'il y avait une deuxième vague de froid, à ce moment-là, vous ne pourriez plus compter sur l'hydroélectricité. Et le gaz, c'est un petit peu pareil. On ne peut pas en une fois, par exemple, vider le stockage qui a été réalisé. Et donc, j'arrive à un total d'environ entre, on va dire, 70 et 80 gigawatts. On sait qu'un froid assez classique, donc par exemple l'hiver dernier, en janvier, en février, on a atteint ces 80 gigawatts assez régulièrement le matin et le soir. Un froid intense, on est plutôt à 90. Et puis on a un pic historique, vu les derniers hivers, on ne devrait pas l'atteindre, à 102 gigawatts qui a été atteint en 2012. Mais donc ça veut dire que globalement, il y a 2 facteurs qui feront qu'on a ou pas des blackouts. Le premier, c'est est-ce qu'il y aura des froids intenses ou pas? Première question, donc on dépend de la météo. Et il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte dans mon calcul, sont les importations. Mais les importations sont aussi très aléatoires puisqu'elles dépendent de la situation chez nos voisins qui n'est pas meilleure que chez nous. Alors, pour la petite histoire, il y a eu un communiqué ce matin qui venait de la Suisse, qui est le premier pays à réduire la consommation d'électricité en interdisant notamment la recharge des voitures électriques. C'est un peu un pied de nez de l'histoire, mais enfin, telle est la situation. Alors que nous, on continue de nous vendre en ce moment, de nous dire de passer à la voiture électrique. Oui, alors peut-être que la stratégie va changer. Là, mais pas encore. C'est intéressant. C'est immédiat, mais c'est assez intéressant. Et donc, si vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas de vent en France, s'il n'y en aura pas non plus en Allemagne, qui produit énormément d'électricité avec l'éolien. Donc, ce qui signifie qu'en cas de froid intense, les importations risquent d'être aussi limitées. Et donc, je pense qu'on va avoir, sauf climat extrêmement clément, si j'ose dire, on va avoir affaire à des blackouts électriques, à des coupures électriques. Et c'est bien pour ça que le gouvernement prend les devants. Il se met finalement devant une double situation. S'il y a des coupures électriques, il aura prévenu. Et s'il n'y a pas de coupure électrique, ce sera le grand succès. On aura réussi à passer l'hiver. Donc, dans les 2 cas, il aura le blanc-seing, ou il se sera donné le blanc-seing, si j'ose dire. Tout le monde ne le pense pas de cette façon, mais enfin, c'est un petit peu la stratégie qu'il essaye d'utiliser aujourd'hui. On imagine bien. Mais on va revenir d'ailleurs sur les questions de responsabilité. Mais d'abord, pourquoi le gouvernement estime qu'a priori nous sommes entre guillemets sauvés pour le mois de décembre? C'est parce qu'ils ont déjà les prévisions météorologiques. Alors je suppose, bien qu'on annonce, d'après ce que j'ai vu, des froids assez intenses à Noël et entre Noël et Nouvel An. Je crois aussi qu'il y a une question de rassurer les gens pour les fêtes. Notamment, c'est assez intéressant, vous l'avez dit, que Paris serait protégé, donc on pourrait conseiller à nos auditeurs de ne pas quitter Paris s'ils ne veulent pas de blackout. Incontestablement, il y aura une très forte inégalité entre les campagnes, et notamment si vous êtes distant de sites stratégiques, alors qu'au contraire, si vous habitez assez proche de la place Beauvau ou de l'Élysée, vous prenez, à mon avis, très peu de risques. Et oui, mais ça, on en parlait tout à l'heure avec Pascal Pointu, évidemment, qui est donc représentant du mouvement de la ruralité. Évidemment, ici encore, on va sentir dans la France les disparités, les inégalités de traitement, finalement, entre des services qui vont peut-être fonctionner encore dans certaines zones et pas du tout dans d'autres. Complètement, et bon... D'un autre côté, on ne peut pas non plus arrêter l'électricité dans les hôpitaux, et on ne va pas pouvoir gérer appartement par appartement autour des hôpitaux. D'ailleurs, j'étais assez surpris quand j'entends Olivier Véran dire
que la RATP dépend ou a son propre réseau électrique. Il faudrait que je vérifie, mais je suis assez dubitatif là-dessus. D'ailleurs, il est bien indiqué dans la circulaire qu'en ce qui concerne le métro, il y aura également des coupures ces coupures seraient anticipées, bien évidemment, pour éviter qu'une rame de métro s'arrête 2 heures dans un tunnel. Je vous avoue que moi qui suis très claustrophobe, c'est quelque chose qui m'angoisse profondément. Oui, donc en fait, ce qui est annoncé dans la circulaire, c'est que le train serait arrêté à l'avance. Absolument. Voilà, ce qui n'est pas forcément une solution idéale. Pareil pour les trains, pour éviter que ça s'arrête en vaste campagne par grand froid. Et que les gens gèlent dans la rame de train pendant 2 heures. Oui. À éviter. Oui, c'est sûr. Alors, en tout cas, on met cette page météorologique de côté. Si on revient sur la question des responsabilités aujourd'hui, et puis de ce gouvernement qui se targue de tout bien maîtriser, qui ne veut pas parler de film catastrophe, est-ce que là, on est vraiment... comment dire, est-ce qu'on ne peut pas malgré tout, est-ce qu'on n'aurait pas pu pousser un peu plus loin la question Olivier Véran à ce sujet ? Si, alors le gouvernement actuel porte d'incontestables responsabilités. D'ailleurs, notamment certaines interviews d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne ont tourné en boucle sur... Ils sont ressortis d'ailleurs sur la fermeture de Fessenheim. Sur la fermeture de Fessenheim, sur le fait que Madame Borne, alors qu'elle était ministre de la Transition écologique, nous disait que l'avenir c'était dans le 100% renouvelable. Alors là, vous imaginez, si on était 100% renouvelable, ça fournit 1% d'électricité. Donc à ce moment-là, il n'y en a plus du tout pour personne, même plus pour l'Élysée. Cela étant, si on veut vraiment analyser la situation actuelle, il faut remonter pratiquement 20 ans en arrière, et d'ailleurs ne pas remonter 20 ans en arrière qu'en France. Tous les pays européens portent à peu près la même responsabilité, ont défendu la même stratégie, c'est-à-dire la stratégie 1 de la sortie des fossiles, 2 de la sortie du nucléaire et 3 une croyance absolument ubuesque en un 100% renouvelable, ou disons pas tout de suite mais dans un futur du 100% renouvelable. On voit qu'aujourd'hui c'était une stratégie qui était suicidaire et qui malheureusement nous met dans cette situation qui n'est pas encore cataclysmique, puisque ce ne seront quand même que des arrêts de 2 heures. Il ne faut pas non plus paniquer, on ne va pas avoir plus d'électricité pendant 15 jours. Mais cela étant, cette responsabilité... 2 heures, ça peut rester très paralysant. Je pense par exemple à une mère de famille avec des bébés, un biberon à réchauffer, les hôpitaux, les personnes... mais tout, ça montrera d'ailleurs notre dépendance à l'énergie. Ah oui, tout à fait. Ça a au moins ce mérite-là. De ce côté-là, on verra ce que c'est que d'être privé d'électricité. Absolument. Lumière, chauffage, même un chauffage au gaz ou un chauffage au fioul ne fonctionnera pas puisque vous avez besoin d'une pompe pour faire circuler l'eau, donc vous aurez beau avoir du gaz, ça n'empêche que vous ne serez pas chauffé, ça ne changera absolument rien. À part cuire ses aliments au gaz, ça vous pourrez, ou vous chauffez avec un réchaud au gaz, en dehors de ça, sans électricité, un chauffage central ne peut pas marcher. Alors pour revenir aux responsabilités, je crois qu'il faut effectivement remonter au début des années 2000, avec notamment la fermeture de Superphénix. Ça a été le premier événement montrant notre volonté de nous écarter du nucléaire, alors que c'était une filière d'exception qui avait été créée en France. Il y a d'ailleurs eu une audition à l'Assemblée nationale la semaine dernière de Yves Bréchet, qui est l'ancien haut-commissaire au commissariat à l'énergie atomique, et qui s'est un peu lâché, si j'ose dire, entre guillemets, vis-à-vis qui a fait un historique des 20 dernières années, et notamment par rapport à la filière de surgénération, expliquant qu'on avait complètement à peu près abandonné cette filière ou laissé la filière livrer elle-même, et nous avons perdu toutes les compétences qui étaient associées. Et ne jamais oublier que l'énergie, c'est un domaine du temps long et qu'on ne change pas les choses en très peu de temps. Alors c'est la question justement à laquelle je voulais arriver, puisque là on nous annonce, attention, quelques petits
Alors, délestage, voilà, c'est joliment dit, de 2 heures, délestage tournant de 2 heures, a priori à partir du mois de janvier. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le début d'une série, c'est-à-dire que ce sera pour les années suivantes. Malheureusement, on n'aura pas eu le temps de régler ces questions-là. Alors, on peut quand même espérer que les réacteurs nucléaires qui aujourd'hui sont en... Alors, on va dire en maintenance corrective, pour employer des mots, et non pas en maintenance préventive, pourront quand même être mis en œuvre pour l'hiver 2023-2024, et que donc ce soit... Bon, certains disent effectivement que l'hiver 2023-2024 sera encore pire que l'été 2022-2023. J'aurais quand même tendance à croire qu'un certain nombre justement de maintenance corrective devrait améliorer la situation pour l'hiver prochain. Maintenant, si on continue l'électrification des usages, donc c'est-à-dire des voitures, des pompes à chaleur, de l'industrie, etc., on aura besoin de plus en plus d'électricité, et ça, je pense que ça n'a pas encore complètement été intégré dans les plans quinquennaux des différents pays européens. Et donc, je dirais... pratiquement en conclusion que l'Europe doit absolument revoir ce qu'on appelle son Green Deal de fond en comble. Le problème est que généralement chez les écolos, quand ça marche pas, c'est pas parce qu'on en a fait mal ou qu'on n'en a fait pas assez, mais c'est parce qu'on n'en a pas fait assez. Et donc, construisons encore plus d'éoliennes et encore plus de panneaux solaires, sachant que quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, vous avez beau multiplier par 10, ça ne change rien. On voit l'exemple allemand. C'est un peu comme si vous rajoutiez chez vous des radiateurs, sans pomper l'eau chauffée dedans, ça ne chauffera pas votre appartement, donc ça ne sert à rien. En revanche, ça enlaidira l'appartement. Absolument. Merci beaucoup Philippe Charlez. Je rappelle que vous êtes expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens et auteur de l'Utopie de la croissance verte chez Jacques-Marie Lafon. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.